Bienvenue dans cet épisode 6 consacré à la vie de Charles Martel, et nous sommes déjà dans les années 720-730 avant Poitiers pour décrire une Aquitaine sous pression. Alors au début de ces années 720, Charles Martel a consolidé son pouvoir au nord du royaume franc. Ses victoires sur les Neustriens et puis ses campagnes contre les Frisons et les Saxons lui ont assuré une autorité militaire sans équivalent. L'Austrasie lui obéit et les élites franques se rallient. Le centre du royaume est enfin stabilisé, mais pendant que Charles impose l'ordre au nord, un autre théâtre d'événements, plus ancien, plus fragile aussi, est en train de basculer au sud. Alors pour comprendre ce qui va suivre, nous allons interrompre un instant le fil principal. On va faire un pas de côté et regarder ce qui se joue en parallèle dans une région qui n'est pas encore pleinement intégrée au monde franc, et cette région, c'est l'Aquitaine. Au début du 8e siècle, l'Aquitaine forme un ensemble singulier. C'est une terre profondément marquée par l'héritage gallo-romain tardif. Les villes là-bas y sont anciennes, elles sont structurées autour d'évêchés puissants et de cadres administratifs hérités de l'Antiquité gallo-romaine. Je pense à des villes comme Bordeaux, Toulouse, mais aussi Saintes et Poitiers, mais le vieux Poitiers. Pas forcément le Poitiers qu'on connaît aujourd'hui, mais une ville un peu plus au nord, peut-être qui s'appelle elle aussi Poitiers. Alors, dans cette Aquitaine, le latin est resté la langue de l'écrit et du pouvoir, et les élites locales se pensent moins comme des guerriers francs que comme les héritiers d'un ordre romain christianisé. À la tête de cet espace se trouve un certain Eudes, que les sources désignent tantôt comme duc, mais aussi tantôt comme prince d'Aquitaine. Alors ce Eudes n'est pas un maire du palais. Non, lui, il ne gouverne pas selon les usages francs. Il exerce un pouvoir local enraciné, appuyé sur les villes, les évêques et des réseaux aristocratiques anciens. Il reconnaît formellement l'autorité du royaume franc, pas de problème, mais sans jamais se placer dans une dépendance directe à l'égard des maires du palais du Nord. Vous voyez, c'est très particulier. L'Aquitaine, elle est donc pas totalement franque, mais elle n'est pas non plus étrangère au royaume. Voyons-la comme un espace intermédiaire entre monde franc, héritage wisigoth et horizon méditerranéen. Et c'est précisément cette position qui va la placer en première ligne d'un événement majeur de l'histoire. Oui, majeur, car au sud, un bouleversement d'une ampleur inédite vient de se produire. À partir de 711, le royaume wisigoth de la péninsule ibérique s'effondre. En quelques années seulement, les armées venues d'Afrique du Nord traversent le détroit de Gibraltar, battent les forces wisigothes, prennent Tolède et imposent un nouveau pouvoir à Al-Andalus, intégré alors au califat omeyyade qui gouverne depuis Damas en Syrie. Pour les contemporains, la rapidité de cette conquête est stupéfiante. Un royaume chrétien ancien disparaît presque entièrement.
Les structures politiques s'effondrent. Des évêques, des aristocrates, des familles entières fuient vers le nord. Les Pyrénées cessent alors d'être une frontière stable. Elles deviennent un seuil. Et en 721, ce seuil des Pyrénées est franchi par un petit contingent d'une armée omeyyade, commandée par Al-Sam ibn Malik. Il pénètre en Aquitaine et met le siège devant Toulouse, capitale politique et militaire d'Eudes d'Aquitaine. Et Eudes comprend immédiatement l'enjeu. Il ne s'agit pas d'un simple raid, c'est une tentative de prise de sa ville, une tentative d'installation durable. Cette bataille qui s'ensuit se promet d'être décisive. Alors, profitant d'un moment de faiblesse du camp assiégeant, Eudes lance une attaque surprise, l'armée omeyyade est écrasée et Al-Sam est mortellement blessé. Toulouse est sauvée. Cette victoire est importante. Eudes apparaît un peu comme le défenseur du Sud chrétien. Enfin, toute proportion gardée sur cette interprétation. Mais parce que, en fait, elle ne règle rien sur le long terme. Cette victoire. L'ennemi n'a pas disparu. Il se replie et s'organise autrement. Dans les années qui suivent, les raids reprennent. C'est Narbonne qui va tomber durablement aux mains des Omeyyades et devenir Al-Bouna, une sorte de poste avancé où s'établit une importante garnison, un poste avancé dans le royaume occidental, au-delà des Pyrénées. Les forces d'Al-Andalouse frappent, pillent et testent les défenses, puis se retirent dans cette région autour de Narbonne, même qui prend Béziers, Montpellier, qui va même jusqu'à Nîmes, et qu'on appelle la Septimanie. Eudes comprend alors une chose essentielle. L'Aquitaine ne pourra pas tenir seule indéfiniment, puisque les raids d'Al-Andalus pénètrent sur son territoire. Et pendant ce temps, au nord, Charles Martel, lui, continue de renforcer sa position. Il n'est pas encore l'homme de Poitiers, qu'on va connaître quelques années après, mais il est avant tout un chef de guerre pragmatique, soucieux de bâtir une puissance militaire durable. Pour cela, il recourt à une politique brutale mais efficace, la saisie de biens ecclésiastiques, redistribués à ses fidèles en échange du service armé. Ce choix choque une partie du clergé. Il lui vaudra plus tard une réputation sulfureuse. Mais sur le moment, ça fonctionne. Et Charles dispose désormais, notamment grâce à ce moyen, d'une armée solide, loyale, mobile. Vous voyez que ce détail est très important. Parce que Charles, donc, pille des églises. Il pille les richesses des chrétiens. Cette notion ne plaît pas toujours, mais elle est importante, elle est réelle, voilà. Et elle permet de bien dessiner le personnage. Donc entre Charles et Eudes d'Aquitaine, il n'y a pas encore d'alliance, il y a plutôt de la méfiance. Parce qu'ils ont deux conceptions du pouvoir différentes. Et deux héritages aussi, c'est ça qui est important. Totalement différents, oui, mais presque opposés. Et l'histoire, là, actuellement, est en train de réduire les options. Au sud, la pression omeyyade s'intensifie encore. Les raids deviennent plus profonds, les forces aquitaines s'épuisent. Eudes le sait, il lui faudra tôt ou tard chercher un appui au nord. Et Charles le sait aussi, ce qui se joue en Aquitaine finira par le concerner.
La confrontation n'est plus seulement militaire, elle devient politique. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, il n'y a absolument rien de civilisationnel dans cette histoire. Donc bientôt, les choix contraints d'Eudes, comme la stratégie patiente de Charles, voient rendre inévitable une rencontre décisive. Dans le prochain épisode, les lignes de fracture deviennent visibles. Les alliances se nouent sous la contrainte et l'invasion venue du Sud cesse d'être une menace lointaine. Elle frappe au cœur du royaume.